et en même temps, on le disait, on l'a esquissé. Et je voudrais qu'on aille un petit peu plus loin ce soir sur le fait que parfois, c'est pas si simple. On a l'impression que ce n'est pas possible. Il y a aussi des fragilités invisibles, des entraves qui minent les personnes, notamment aux âges charnières de l'adolescence. On voulait l'explorer avec vous ce soir. On voulait parler du vécu des proches, comme dans le film que vous verrez tout à l'heure. Et pour nous en parler, je suis très heureuse d'accueillir deux femmes magnifiques, discrètes, profondes. Je vous demande d'applaudir Lucie Cobel et Laurence Vivarès. Bonsoir. Bonsoir. Merci à toutes les deux. Je vous présente en quelques mots. Lucie Cobel, vous êtes directrice du développement du salon Hello Handicap, qui est le plus grand salon de recrutement en ligne dédié aux travailleurs handicapés. Vous êtes également membre du conseil d'administration du Clubhouse France, qui accompagne vers l'insertion des personnes touchées par un trouble psychique, et vous faites partie de l'Alliance pour la santé mentale. Lucie, vous êtes aussi la sœur de Timothée, qui, il y a 4 ans, alors qu'il avait 42 ans, est décédé d'une overdose. Vous l'avez accompagné pendant des années. Merci infiniment d'être là pour nous en parler. Laurence, je laisse. Laurence Vivarès, vous êtes romancière, vous avez été publicitaire et vous êtes la mère de 3 garçons, dont l'un a connu de graves problèmes d'addiction. Aujourd'hui, il a 24 ans, il va bien, il est étudiant. Alors, toutes les deux, vous avez été, on le voit, très directement touchées par les questions d'addiction. Votre fils, Laurence, votre frère, Lucie. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça s'est passé au départ, Laurence? Oui, alors effectivement, je suis la maman... Avec le micro. Voilà. Le micro, voilà, c'est mieux. Effectivement, je suis la maman de 3 fils, donc le dernier a 24 ans, et on va dire qu'il a eu cette vulnérabilité psychique à l'adolescence, au collège, avec de graves troubles anxieux, dépressifs. Il trouvait pas sa place dans la classe et ça s'est mué en phobie scolaire. Alors il m'a aussi avoué des années après qu'il y avait eu du harcèlement, mais il l'a pas dit sur le moment. Et cette phobie scolaire a donné lieu à des différentes mises en danger, des hospitalisations. C'était assez grave. Il s'est isolé de plus en plus. Et puis, ça s'est transformé en addiction. L'addiction n'est pas venue tout de suite. Ça s'est transformé en addiction avec le cannabis d'abord, et puis l'alcool, peut-être plus facile à se procurer. Et il s'est isolé de plus en plus. C'était une descente aux enfers, jusqu'à ce que ces dernières années, il se rétablisse. Il a été très courageux. Et je voulais témoigner ce soir parce qu'il a retrouvé un futur et que c'est aussi important de partager ça. Merci beaucoup, Laurence. Lucie, est-ce que vous pouvez nous dire, pareil pour Timothée, comment ça s'est noué au départ? Alors, pour Timothée, c'est encore un autre parcours. Ça a commencé, moi je dirais, au moment, vers l'âge de 25 ans, où il a révélé son homosexualité. Je pense qu'il a eu beaucoup de mal à le faire, venant d'un milieu un peu, on va dire, catholique, un peu aristo. C'était pas du tout évident pour lui. Et à ce moment-là, je pense qu'il y a eu beaucoup de bouleversements. Et puis, c'était aussi un homme brillant. Il avait fait des études, des hautes études en Angleterre, et il s'apprêtait à devenir un consultant international pour les institutions européennes. Et là, malheureusement, il est tombé dans un milieu beaucoup trop difficile pour lui, où il a eu affaire à des dossiers très, très lourds, où il a dû aller en Afghanistan, Haïti, etc., dans un milieu plutôt homophobe. Donc je pense que les non-vacances, les non-week-ends, les 20 heures de travail par jour, même la nuit, dormir, c'est considéré comme ne pas faire son boulot. Là, il a commencé à toucher à de la cocaïne, des choses comme ça, de la Ritaline aussi. Et puis, il y a eu ce doigt dans l'engrenage. Et nous, on l'a appris beaucoup plus tard, malheureusement. Vous dites aussi toutes les deux, vous me l'avez dit quand on a préparé cette soirée, que vous aviez trouvé pesant le regard de la société, notamment les tabous qui pèsent sur l'addiction encore très puissamment. Et ce qu'on voit peut-être moins, mais les injonctions
en fait, qu'on ressent aussi quand on est concerné. Peut-être que, Lucie, vous pouvez nous dire un mot sur la façon dont ça a pesé pour Timothée et pour vous. Ça a déjà énormément pesé parce que déjà le sujet en lui-même est tabou, l'addiction c'est tabou, mais moi à l'époque, pour moi, un toxicomane c'était quelqu'un qui est dans le caniveau, qui n'a plus rien, qui est seul, pauvre, enfin tous les clichés qu'on peut avoir. Donc le tabou lié à ce sujet-là déjà, et puis le tabou aussi lié à l'homosexualité à l'époque, et il y a encore des combats à faire. Et le fait que tomber dans la drogue quand on a fait 7 ans d'études, qu'on est un super consultant et que tout a l'air d'aller, il y a un rejet total. En fait, c'est la double peine, c'est-à-dire qu'il y a l'effondrement psychique et le regard des autres qui est terrible. Et donc le déni. Oui, c'est ça. Et Laurence, vous parlez souvent de l'injonction dans cette société. Quand même, il faut être fort, il faut être performant. Quand on ne l'est pas, qu'on ne rentre pas là-dedans, ça peut être très difficile. Et je crois que c'était le cas pour votre fils. Oui, je pense qu'il y a une injonction à être performant, à être résilient. Et tout le monde ne peut pas être résilient, à être fort, à être... pour les garçons, il y a cette force qui fait que l'addiction concerne beaucoup les garçons d'ailleurs. Alors que pour les filles, ça sera plus l'anorexie, avec l'injonction de l'apparence, d'être belle. Donc tout ça montre qu'il y a des enjeux qui dépassent l'individu et que effectivement, ça remet une couche de souffrance. Par ailleurs, il y a du tabou énorme, enfin notamment sur l'alcool. Le mot alcoolique en France, il est. Vous regardez les synonymes dans le dictionnaire, c'est vraiment le rebut de la société. Alors que la consommation en réalité du produit, le business est largement valorisé, notamment auprès des jeunes. Et je trouve ça totalement écœurant et hypocrite. Mais c'est vrai que les grands groupes alcooliers ont un marketing de la dépendance vis-à-vis des jeunes, avec des produits d'appel pas cher, avec de plus en plus d'alcool. Mon fils me disait, avec 5 €, je peux m'acheter 5 bières, 5 pintes, à plus de 8 degrés, donc ça fait déjà une petite dose. Bon, il y a tout ça. Il y a la publicité qui était soi-disant interdite pour l'alcool et le tabac avec la loi Evin il y a plusieurs dizaines d'années. Ça n'a jamais été, ça a été complètement détourné sur l'alcool, mais pas sur le tabac. C'est bien appliqué sur le tabac, mais pas sur l'alcool. Donc on voit bien qu'il y a des tas que l'environnement lui-même peut être toxique et que ça n'aide pas. Donc il y a une ambivalence en fait à vous entendre. Complètement. En tout cas, qu'est-ce qui vous a aidé ou qu'est-ce qui vous a manqué en fait dans le parcours? Peut-être Lucie, qu'est-ce qui a manqué à un moment qui n'a pas permis finalement à Timothée de remonter la pente? Il y a beaucoup de choses qui ont manqué et c'est compliqué de dire ça parce que il y a tellement de paramètres finalement. Moi, je pense qu'il y a manqué beaucoup, c'est des professionnels du soin dignes de ce nom, et notamment avec une approche pluridisciplinaire. C'est-à-dire que Timothée, il avait besoin d'un addictologue, il avait besoin d'une psychologue, il avait besoin d'un médecin généraliste, il avait besoin et d'autres d'être entouré par une équipe qui lui donne vraiment envie de s'en sortir. Il a beaucoup manqué de ça et il a manqué, ce qui est terrible à dire, c'est que dans le cas de la toxicomanie, les gens s'isolent énormément. Ils n'ont plus d'amis, ils demandent du fric à tout le monde, ils s'isolent complètement, ils vivent la nuit, ils dorment le jour. Enfin, voilà. Donc il lui a manqué, c'est triste à dire, mais il lui a manqué des amis qui n'auraient pas lâché. Mais en même temps, moi-même, j'ai jamais voulu lâcher jusqu'à épuisement. Mais j'avais perdu ma place, en fait. Oui, j'étais plus une sœur, j'étais devenue tout sauf une sœur. Et on ne peut pas tout demander aux proches, en fait. Voilà, exactement. Ouais. Et en fait, ce qui a manqué, donc vraiment principalement pour moi, c'est un vrai suivi de soins adapté et qui l'aide aussi à sortir du déni. Parce que c'est le déni qui est terrible, finalement. Ouais, vous faites bien effectivement de parler de ce déni. Peut-être, Laurence, vous, ce qui a au contraire aidé, et pour montrer aussi qu'il y a des professionnels, bien sûr, de soins qui sont aussi formidables, enfin, voilà, la réalité composite. Oui, alors moi, en tant que maman, en tant que proche, c'est vraiment les associations d'entraide, de groupes de pères, les groupes de parole,
parce que j'ai pu vraiment échanger avec d'autres proches de malades alcooliques, sortir du syndrome de la mauvaise mère, parce que moi j'étais dans une culpabilité terrible. C'est la première fois que j'ai entendu dire c'est une maladie. Et j'ai appris à mieux communiquer sur le sujet, ce qui m'a aussi permis, au sein de ma famille, avec mes autres enfants, de mieux communiquer. Et ça, je trouve que c'est très important. C'est aussi pour ça que ce soir, je voulais communiquer aussi au plus grand nombre. Je crois qu'on peut vous applaudir. Merci de votre franchise, merci de votre sincérité. Non, vous restez là.